Bonjour, on est le lundi 19 avril 2021 avec une journée en perspective qui semble ressembler au jour précédent. Bon, on ressent un tout petit peu de frais, mais ça vaut la peine de faire du sport, puisqu'en fait on a une certaine forme de clarté, très peu de nuages. Bon, on a eu une belle journée, on va dire ça comme ça, une belle journée, un bon week-end, on a eu un bon week-end, et ça, la continuation du week-end se perçoit aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter donc une vidéo qui va concerner donc les nucléides. J'avais déjà fait une vidéo sur les nucléides, bon, il fut un temps, mais je vais faire des petites vidéos qui vont agrémenter toute une panoplie de, voilà, de connaissances qui vont faire en sorte que ces petites vidéos prises une à une, bien sûr quand elles vont s'additionner, feront que on- vous verrez un peu plus clair concernant dire la physique nucléaire. Voilà, le mot est lâché, physique nucléaire. Bon, en anglais, je crois qu'on dit nuclide, mais je crois qu'on peut le dire aussi en français. Il y a nuclide, euh, qui vient de, ça c'est de l'anglais, mais on peut dire nuclide aussi, hein. On peut dire, certains prononcent nucléide, disent nuclide. Donc les nuclides ou les nucléides. À ne pas confondre avec les isotopes. Je verrai les isotopes. Euh, alors, ne pas les confondre avec les isotopes. Alors, le nucléide, pourquoi parle-t-on de nucléide tout d'abord? La première des choses, c'est qu'il faut distinguer les chimies. La chimie, en général, bon, c'est des transformations de matière. Elle étudie, bien sûr, les réactions chimiques, ça c'est d'office, les équilibres physico-chimiques, ou je dirais même plutôt les équilibres chimiques, puisqu'il y a la thermodynamique qui s'occupe aussi, bien sûr, elle prend un petit peu de la chimie pour expliquer les équilibres thermodynamiques. Voilà. Et alors, il y a la chimie, on peut étudier la cinétique chimique, on peut étudier voilà, tout ce qui est expérimentation, euh, l'analyse chimique, bref, les process chimiques, etc. La chimie est ouverte à, bien sûr, la chimie minérale, chimie organique, etc. À beaucoup de choses. Il y a de nombreux domaines dans la chimie. D'ailleurs, à un moment donné, il faut pouvoir c'est un petit peu comme l'électronique, hein, quand, bon, à un moment donné, il faut savoir, euh, on va dire, se spécialiser parce que le domaine de connaissance est tellement vaste que hein, si vous voulez, je veux dire, travailler dans un domaine, il faut se spécialiser. Hein, parce que essayer de tout connaître par la force des choses, ben, ça prendra très très ça prendra énormément de temps pour apprendre les connaissances. Donc c'est pour ça qu'on demande de se spécialiser. Et la spécialisation fait qu'au moins, bon, on devient plutôt un expert dans son domaine, dans un domaine précis. Et bon, il faudra beaucoup moins de temps pour acquérir enfin, il faudra beaucoup moins de temps pour acquérir, je veux dire, des choses spécialisées que des choses généralistes, parce que les généralités, ça vous verra. Voilà, même sur 400 ans, vous n'avez pas terminé de faire des études, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, ceci étant dit, euh, là, on va se spécialiser non plus dans la chimie, puisqu'en fait, on va faire intervenir, vous aurez compris, le noyau. Dans nucléide, il y a le mot noyau. Il y a le mot noyau qui se cache dans le mot nucléide. Donc, ça a à voir avec le noyau. Donc, généralement, en, la chimie en général, elle parle des électrons, oui, voilà, pour faire des liaisons électroniques. Voilà, la chimie parle des électrons, mais ce qui s'y passe au sein du noyau, bon, elle laisse ça plutôt à la physique nucléaire. Donc, on peut faire des réactions qui vont faire intervenir le noyau. Et ça, c'est quelle branche qui s'occupe de ça? Ben, c'est la physique nucléaire. Alors quand je dis réaction, attention que c'est comme on va dire en biologie. En biologie, vous avez des dégradations. La matière peut se dégrader ou elle peut se former, hein. Voilà. Euh, alors quand je pense dégradation ou reformation, je pense à catabolisme. Voilà, anabolisme, catabolisme, des termes comme ça. Voilà, ça veut dire il y a des processus voilà, biologiques qui se font au sein de la matière vivante et on a, si vous voulez, soit des dégradations ou soit
des reformations. De toute façon, il y a que deux possibilités, soit même trois, je dirais. Soit la réaction ne se fait pas, soit elle se dégrade, ou soit elle se forme. Donc, la matière peut se dégrader ou se reformer. Ou soit rien faire, s'il n'y a pas de réaction chimique, elle fait rien. Voilà. Donc, il y a trois cas de figure. Soit il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de réaction chimique qui se passe, soit la réaction, on a des réactions de dégradation, ou soit on a des réactions de formation. Eh bien, si je prends les noyaux, c'est pareil. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Soit, bon, il n'y a rien qui va s'y passer dans le noyau, c'est le premier constat. Soit, on peut avoir des désintégrations. Et ça, on va appeler ça à ce moment-là des désintégrations euh, radioactives ou nucléaires. Parce que ça concerne le noyau. Désintégrations nucléaires. Qu'on appelle des radioactions, des désintégrations radioactives. Donc ça, vous voyez que ça concerne le noyau. Des intégrations nucléaires va concerner le noyau. Chose que la chimie, bon, ne va pas s'intéresser à proprement parler du noyau. Bon, il va expliquer, la chimie va expliquer ce que c'est que le noyau, ce qu'il contient, tralali, tralala. Mais ce qui va intéresser les réactions euh, au niveau du noyau seront les réactions de type nucléaire et seront classifiées dans un domaine qui est la physique nucléaire. La physique nucléaire. Donc on aura trois types de possibilités. Soit il n'y a pas de réaction, voilà, c'est un premier cas de figure. Un deuxième cas de figure, il y a réaction. À ce moment-là, euh, c'est une désintégration nucléaire. Ou soit il peut y avoir une réaction nucléaire, mais à ce moment-là, c'est une réaction de type formation. Formation. C'est-à-dire, ça ne se dégrade pas, mais ça se forme. Donc à ce moment-là, on parlera de réaction nucléaire. Alors, ne pas confondre les deux. Hein. Ne pas les confondre. Désintégration et réaction nucléaire. Donc tout va se passer, comme je vous l'ai dit, dans un domaine qui est la physique nucléaire, physique du noyau. C'est la branche qui va étudier ça, c'est la physique nucléaire, physique du noyau. Voilà. Donc le nucléide, ça a à voir avec le noyau. Alors je vous rappelle que dans le noyau, dans les réactions, en tout cas en physique, on connaît les lois conservatives en physique. Hein, il y a de nombreuses lois conservatives. En physique, on a beaucoup de lois conservatives. Je pense à la loi, par exemple, de, repère galiléen. Là-bas, c'est une loi conservative. Euh, si un corps est au repos, ben, il reste au repos s'il n'y a pas aucune force qui agit. Et un corps reste en MRU si aucune force n'agit. Donc ça veut dire que c'est une loi conservative. Elle va conserver son état de repos, de mouvement, suivant qu'il n'y a aucune force qui agit. C'est une loi conservative. Maintenant, on a les lois thermodynamiques de conservation. Il y a les lois conservatives de la matière qu'on retrouve en chimie. Hein. Rien ne se perd, rien ne se gagne. Tout se transforme au niveau de la matière. Parce qu'il y a son corollaire au niveau de l'énergie. Rien ne se perd, rien ne se perd. Tout se transforme au niveau énergétique. Donc, on a les réactions chimiques. Dans les réactions chimiques, on a des réactions au niveau de matière, et donc on a conservation de la matière, mais on a aussi la conservation thermodynamique, conservation de l'énergie. L'énergie se conserve. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Principe énoncé au niveau de la thermodynamique. Donc, on a des lois conservatives euh, dans quasiment tous les domaines. Électricité, thermodynamique, physique, mécanique, on retrouve des lois conservatives à tout bout de champ. Eh bien, la physique nucléaire, sachez qu'elle a sa loi conservative aussi. Et je dirais même que, bon, attention à ce que je vais vous dire, c'est que dans le mot physique, qu'est-ce que c'est que la physique? C'est l'étude des grandeurs. Mais, quelque part, dans la physique nucléaire se cache un grand domaine qui est l'électricité, quelque part. C'est la physique de l'électricité, la physique de
l'électron et du proton. Donc la physique des charges. Et la physique des charges, c'est la physique de l'électricité. C'est la physique de l'électricité, du mot électron, électron, voilà, électron, électron, électricité. Donc on aura affaire à des charges. Alors sachez que les charges, elles peuvent être euh, de plusieurs ordres. Une charge est soit positive, soit elle est négative, ou soit elle est ni l'une ni l'autre, c'est-à-dire elle est neutre. Je pense par exemple au proton. Le proton est une charge positive. Je pense à l'électron qui est une charge négative. Et je pense au neutron qui est qui n'a aucune charge. Il est, on va dire, il est neutre. Alors quand je pense à l'atome c'est un élément qui est neutre. Il a autant de charges. Donc l'atome contiendra des neutrons. Or le neutron c'est neutre. Il contiendra des protons et contiendra des électrons. Bien sûr, des neutrons qui sont neutres. Ces atomes, donc ce qui est contenu dans le noyau, c'est ce qu'on appelle des nucléons. Qu'est-ce qui est dans le noyau? Les éléments qui sont dans le noyau sont les protons et neutrons. Protons et neutrons sont dans le noyau, c'est ce qu'on appelle des nucléons. Protons et neutrons sont des nucléons. Alors quand est-ce qu'on parlera des nucléons? Mais généralement, quand on fera des réactions de désintégration nucléaire ou de réaction nucléaire, c'est-à-dire quand on aura affaire à de la physique nucléaire, je dirais même de la physique nucléaire électrique, hein, parce que bon, je vous montre ici que c'est des charges électriques. Et l'atome, justement, l'atome, il est atome, il n'est pas ion, il est atome parce qu'il est neutre. L'atome est neutre, c'est-à-dire qu'il contient autant de protons positifs que d'électrons négatifs. Donc, en majorité, les charges, c'est zéro. Et comme il contient des neutrons qui vaut 0, ben, 0 plus 0, l'atome n'est pas chargé. L'atome n'est pas chargé électriquement. L'atome est neutre parce qu'il contient autant de charges positives qu'autant de charges négatives, donc il y a un équilibre. Si vous avez 5 protons, 5 électrons, c'est comme s'il n'y avait pas de charge du tout. Hein. C'est comme s'il n'y avait pas de charge du tout. C'est comme, il y a un équilibre parfait des charges. Vous avez 10 électrons, 10 protons, 20 électrons, 20 protons. Je m'excuse. Oui, c'est ça, 20 électrons, 20 protons, 30 électrons, 30 protons. C'est un équilibre parfait. Par contre, si dès le moment où vous avez plus de protons, je vais penser à j'ai 5 protons et 4 électrons, mais là, l'atome n'est plus un atome, mais il est chargé cette fois-ci. On dira que c'est un ion, euh, donc il a 4 électrons, 4 moins, 5 plus. 4 moins vont neutraliser 5 plus, mais il va rester un plus. Donc on aura un ion positif qu'on appelle un cation. Il y a plus de protons, hein, il y a un proton en plus. Donc il s'équilibre avec 4-4, mais voilà. 4-4 c'est un équilibre. Là c'est comme si on avait 0. On a 4 plus et 4 moins. 4 plus et 4 moins, ça fait 0. Mais comme il y a un proton en plus, ben, c'est devenu un ion positif qu'on appelle un cation. Et inversement, si j'ai si le noyau, enfin l'atome, je m'excuse, l'atome, voilà, qu'est-ce qui devient? Ben, il a un électron en plus. Voilà. Cette fois-ci, j'ai 5 électrons, 5 électrons et 4 protons. Ben, vous aurez compris que là, il est déséquilibré. Bon, il est équilibré si on a 4 protons, 4 électrons, ça fait comme si on n'avait pas de charge électrique. Mais là, on a une charge électrique en plus, mais du côté négatif. Ce qui veut dire que là, on a un ion négatif. Donc on a ce qu'on appelle un anion. Un anion. Alors, pas confondre les cations et les anions. Et dans les réactions chimiques, les cations interviennent fameusement. Beaucoup dans les réactions chimiques, on a des réactions ioniques. Notamment, je pense aux réactions d'oxydoréduction avec échange d'électrons. Mais attention qu'on ne touche pas au noyau. Le noyau, on n'y touche pas. Ce n'est pas des réactions nucléaires. C'est des échanges d'électrons qui font que, en bougeant à l'électron, ben, on a soit une charge. Si on enlève, je prends un cas de figure, on ne touche pas au noyau. Hein. Au noyau, il contient des protons.
on n'y touche pas au noyau. On n'y touche pas au noyau. Donc si l'atome, dans les réactions chimiques, on n'y touche pas, on y touche dans les réactions nucléaires, c'est-à-dire des intégrations, réactions nucléaires, ça on y touche. Enfin, là, il y a le noyau qui est perturbé, donc en fait, les protons vont varier, ils risquent de varier. Ils vont pas forcément varier, mais ils risquent de varier. Mais au niveau des réactions chimiques que vous connaissez, je veux dire, en chimie, là, c'est une astuce en manipulant l'électron. Soit on va donner, supposons que j'ai 5 protons, je n'y touche pas. Je ne fais pas de réaction nucléaire. Donc voilà. Là, si j'enlève, supposons que j'ai 5 électrons et 5 protons. 5 électrons qui gravitent autour du proton. J'en ai 5. Mais si j'enlève un électron, mais il va rester 5 protons et 4 électrons. Et là, il y a plus de protons que d'électrons. Donc il y aura, l'atome devient un ion positif parce qu'il y a une charge en plus que par rapport à la charge en moins. Mais je n'ai pas touché au proton. Hein. Le proton, on n'y a pas touché, c'est juste on a touché à l'électron en enlevant un électron. Maintenant, contrairement à ça, j'amène un électron. De 5, je fais plus un électron. À ce moment-là, je passe à 6 électrons. Il y a un déséquilibre, j'ai plus de charge électrique. L'atome devient un ion négatif. Et voilà. Donc, par le truchement d'enlèvement ou d'ajout d'électrons par rapport à un atome neutre, voilà, on peut obtenir un cation ou un ion. Un cation ou un ion. Voilà. Mais la physique nucléaire, lui, touche au noyau, alors que la chimie générale ne touche pas au noyau. Voilà. Elle essaie d'avoir des ions, positifs ou négatifs, par le truchement de ramener des électrons ou d'enlever des électrons. Donc voilà, c'est un petit peu spécial, mais c'est comme ça. Par contre, la physique nucléaire, lui, va toucher au noyau. Ça d'office. Donc là, on a une susceptibilité de faire varier le nombre de protons. Bon, ceci étant dit, ça va concerner les noyaux. C'est ça que je voulais dire. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un nucléide? Ben, le nucléide, c'est un type d'atome caractérisé par la valeur de deux nombres. Alors, tout d'abord, il faut représenter le noyau. Le noyau, en physique nucléaire, on va le représenter par X. X. Ce sera un noyau. Bien sûr, la caractéristique du noyau, mais c'est qu'il contient des nucléons. Donc on a un noyau. Ce noyau contient des nucléons. Et on s'intéresse au noyau. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir tout de suite pourquoi. On s'intéresse au noyau, au nucléon. C'est la physique nucléaire. On est dans la physique nucléaire. On est dans la physique nucléaire. Donc la physique nucléaire s'intéresse à la physique du noyau. Donc elle va s'intéresser, qu'est-ce qu'il y a dans le noyau? Ben, dans le noyau, on a des protons et des neutrons. Les protons sont positifs et les neutrons sont négatifs. Donc quand on mettra, ici c'est la masse, on va mettre la masse de l'élément, c'est la masse de l'élément que j'appelle A, que vous trouvez dans le tableau de Mendeleev. Hein. Bon, A. Alors le A est toujours plus grand que le Z. Hein. A est toujours plus grand que le Z. C'est comme ça qu'on voit la... Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait la masse? La masse, les électrons ne pèsent rien, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, les électrons, ils sont de l'ordre de 10 exposants moins 31, je crois. 9 fois 10 exposant moins 31. Donc, les électrons ont une masse, la masse de l'électron, pour un électron, c'est 9 fois 10 exposant moins 31. Alors, bien sûr en kilos. Hein. Kilo. Alors, je vous rappelle que le Soleil, c'est environ 2 fois 10 exposant 30 kg. Ça, c'est la masse du Soleil, qui est immense. 10 exposant 30, c'est immense.
mais 10 exposant moins 31, moins 31, on, on- on arrive au zéro, hein. Enfin, on s'approche du zéro. Donc la masse de l'électron, elle pèse rien. Donc si vous voulez mesurer la masse d'un atome, ben, vous laissez tomber la masse des électrons, ça ne pèse rien du tout, hein, par rapport à la masse du noyau. Toute la masse est concentrée dans le noyau. Ce qui veut dire que les électrons, je vais les bannir de ma masse. Si ça pèse rien, ça ne pèse rien. Je les bannis de ma masse. Je les bannis de ma masse de l'atome. Dans la masse de l'atome, on n'aura que la masse des... on n'aura que la masse des protons et des neutrons. Qu'est-ce qui fera la masse? C'est la masse du noyau. La masse des électrons est très petite. Donc on la néglige. 9 fois 10 exposant moins 31, c'est trop petit. Donc, même 50 électrons, on s'en fout. On s'en fout. De toute façon, le maximum d'électrons qu'on peut avoir, c'est, je regarde dans ma table de Mendeleev, je vais vous le dire tout de suite, 103 je crois, ou quelque chose comme ça, 103, je ne me rappelle plus. Bon, ici dans ma table, j'ai 103 éléments. Ouais, j'ai 103 éléments. 103 éléments, ça veut dire que ça fait une suite arithmétique, hein. L'hydrogène, c'est un électron. L'hélium, c'est le deuxième, hein. D'ailleurs, dans l'univers qui a été créé en premier, ben, d'office, vous savez que c'est l'hydrogène et l'hélium, hein. Voilà, donc l'hydrogène, c'est 1, l'hélium, c'est 2, le lithium, c'est 3, le beryllium, c'est 4, le bore, c'est 5 électrons, le carbone, c'est 6 électrons, l'azote, c'est 7 électrons, et ça fait une suite arithmétique de raison 1. C'est-à-dire on aura 7 électrons, 8 électrons, 9 électrons, 10 électrons, et chaque élément est distinguable par son, justement, des électrons différenciés. Bon, par exemple, s'il y en a un qui fait 16 électrons, c'est le soufre. S'il y en a un qui fait 34 électrons, il n'y en a aucun autre qui fait 34 électrons, mais c'est le sélénium. Voilà, c'est le sélénium. Donc, dans le tableau de Mendeleev, bon, on sait distinguer les éléments, voilà, avec une suite arithmétique. Donc, j'ai 103 éléments. Donc, le 103e possède 103 électrons. Voilà, 103 électrons. Donc, ce qui veut dire que, je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des atomes, c'est-à-dire qu'ils sont neutres. Donc, s'il y a 103 électrons, ben, il y a 103 protons. Parce qu'ils ont même nombre d'électrons, un atome a le même nombre d'électrons, le même nombre de protons, pour autant qu'il ne soit pas ion. Parce qu'ici, là, c'est un ion. Si c'est un ion, bien sûr, il y a voilà, une charge, il y a un défaut de charge. Il y a un défaut de charge. Soit on a trop de protons, soit on a trop d'électrons. Voilà. Donc là, on le verra. Donc, ça donnera un ion, soit un cation ou un anion. Donc, vous aurez compris que j'ai un nombre d'électrons égal au nombre de protons, mais que je vais m'intéresser ici pour le nucléide. Pour le nucléide, je vais m'intéresser aux protons. Voilà, je vais m'intéresser aux protons. Au noyau, je m'excuse. Oui, au noyau qui contient les protons. Mais je vais m'intéresser aussi aux neutrons. Alors, qu'est-ce que je vais indiquer? Je vais indiquer, ça c'est mon noyau. Mon noyau, là, c'est X, qui contient, donc qui possède une masse, M, il possède une masse, et il possède, sa masse est constituée de la masse, enfin, des protons et des neutrons. C'est le nombre de protons-neutrons qu'il y a dans le noyau. Donc, ce qui veut dire que là, ben, je vais mettre Z. Z, c'est quoi? C'est le nombre d'électrons, mais ce qui m'intéresse dans le noyau, c'est le nombre de protons, parce que Z, c'est le nombre d'électrons, mais c'est aussi le nombre de protons. Donc, Z, c'est le nombre d'électrons, mais c'est aussi le nombre de protons. Mais ce qui m'intéresse dans le noyau ici, c'est Z protons, hein. Voilà, si je dois aller rechercher le nombre d'électrons, ben, comme j'ai Z protons, j'aurai Z électrons. Et alors vous allez me dire, ouais, mais comment trouver le nombre de neutrons? Très facile, parce que vous connaissez le nombre de la masse, vous enlevez le nombre de protons que vous connaissez, mais vous pouvez faire un petit calcul pour trouver le nombre de neutrons. Donc, le nombre de neutrons, c'est la masse totale qui est toujours plus grande que le nombre de protons, parce que la masse est toujours plus grande. La masse est constituée de protons et neutrons. Donc, qu'est-ce qui est plus grand? C'est la masse. Hein. La masse est toujours plus grande. Vous avez toujours ce nombre qui est toujours plus grand que celui-là. Voilà. On aura toujours ce nombre-là qui est toujours plus grand que celui-là. Donc, le nombre plus grand, il est au-dessus, si vous voulez. Au-dessus, c'est le nombre plus grand. Vous retenez au-dessus, c'est plus haut. Au-dessus, c'est plus haut, donc vous mettez le nombre plus grand. Le nombre plus grand, il se trouve au-dessus, c'est la masse. Voilà. Au-dessus,
c'est la masse. En dessous, c'est un nombre plus petit qui est le nombre de protons. Voilà. Alors, une fois que vous avez le nombre, la masse, le nombre de masse qui est, voilà, vous avez le numéro, vous avez la masse, M, et Z, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique. Hein, mais bon, ça, c'est pour la petite histoire. Vous faites moins le numéro atomique, et vous allez avoir... Oui, pourquoi le numéro atomique? Parce que si je vous dis 6 dans le tableau de Mendeleev, 6, ben, c'est le numéro 6, et 6, c'est le carbone. Et en même temps, 6, c'est un numéro atomique. Ça veut dire que c'est le sixième élément qui concerne le carbone, mais ça veut dire qu'il a 6 électrons et 6 protons. Donc, c'est 3 informations en même temps. Hein. Bon, c'est un numéro atomique, c'est le nombre d'électrons et c'est le nombre de protons. Voilà, donc le Z donne 3 éléments. Mais moi, je veux dire que le Z va concerner le nombre de protons. Ici, dans mon cas de figure, je limite Z au nombre de protons parce que je parle du noyau. X est un noyau. X est un noyau, donc P, c'est le nombre de protons. Donc maintenant, je peux trouver le nombre de neutrons. Je fais A moins Z, et j'ai le nombre de neutrons, assez simple pour trouver le nombre de neutrons. Donc, indirectement, pour trouver le nombre de neutrons, vous devez faire un calcul. Voilà. Donc, je vous disais qu'ici, la vidéo aussi va concerner donc ce que sont les nucléides. Alors, le nucléide ou nucléide, bien sûr, c'est un type d'atome caractérisé par les valeurs de deux nombres. Donc, on a Z protons, ou Z électrons même. Ici, moi, je dis que c'est Z protons. Et une masse atomique A. Voilà. Un couple AZ constitue un nucléide. Un nucléide ou un nucléide. Vous voyez on s'en fout de l'élément. Hein. On s'en fout de l'élément. C'est pas l'élément qui nous intéresse ici. C'est un couple AZ. Un couple AZ. Voilà. Z, c'est des électrons numéro atomique ou protons. Mais ici, je vous ai dit que Z, pour moi, c'est des protons. Pour moi. Je considère que c'est des protons parce que je suis en plein dans le noyau. Donc, pour moi, je considère le noyau. Je parle du noyau. Je parle pas du pourtour de l'atome. Si je m'intéresse au pourtour du noyau, à ce moment je m'intéresse aux électrons, là, je dirais que Z, c'est le nombre d'électrons. Hein. Ben, aussi, moi, Z, c'est le nombre de protons. Donc, un couple à Z, c'est un nucléide. C'est juste un nucléide. Donc, avoir une masse donnée A. Alors, je vous rappelle que là, qu'est-ce qui se cache dans A? Je vous l'ai dit, faites très attention, c'est pas une masse en grammes. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans A? Mais c'est le nombre de... On sait bien que la masse totale, c'est le nombre de protons, Z protons, plus des neutrons. Je vous ai dit que c'est ça, la constitution du noyau, rappelez-vous, il ne faut pas perdre de vue ça. Donc, d'ailleurs, on sait faire le calcul que A moins Z protons, ça fait le nombre de neutrons. Donc, ce qui veut dire qu'avec ce couple A-Z, ben, ça veut dire que on connaît quoi? Ben, nombre de protons, et je connais le nombre de neutrons, tout simplement. Donc, ça veut dire que définir un nucléide, c'est définir un nombre avec une masse A et un ZP. Donc, c'est un couple. Voilà. Voilà, c'est un couple. Donc, un nucléide est caractérisé par un couple de nombres qui est, bien sûr, deux nombres, qui est Z protons ou électrons, et le nombre de neutrons. Voilà. Indirectement derrière ça se cache le couple ZP N0. Derrière la masse ici, A, et le nombre de protons se cache indirectement le nombre de protons et de neutrons. Donc un nucléide, c'est un noyau constitué, bon, et ça je vous rappelle que c'est dans le noyau, hein. C'est dans un noyau X, hein, je vous rappelle. Hein. Donc mettre A à Z indirectement, c'est définir un élément, un type d'atome caractérisé par les valeurs de deux nombres qui sont Z protons et Z électrons, c'est bien. Bon, ça, je vous dis que je suis dans le noyau, donc ce qui m'intéresse, c'est Z protons. Z protons et N neutrons. Et donc, un couple de valeurs avec Z protons, N neutrons constitue tout simplement un nucléide. Si vous avez Z protons, N neutrons, c'est un nucléide. Donc, tous les éléments qui possèdent Z protons, N neutrons sont des nucléides. Alors, les nucléides,
Alors, ne pas confondre avec l'atome, hein, parce qu'il y a 103 atomes connus. Hein. Ici, je parle pas d'atomes, je parle voilà, d'éléments d'un noyau. Vous voyez la différence? Je ne sais pas si vous voyez la différence. Euh, pour ceux qui tentent de comprendre ce qu'est un nucléide, ben, ne pas confondre avec un atome. Parce que l'atome, qu'est-ce que c'est? Ben, il y en a 103. L'atome, il y a combien d'éléments qui forment l'atome? Ben, il y a 103. Vous allez regarder dans le tableau de Mendeleïev, il y a 103 éléments. Voilà. Il y a 103 éléments dans le tableau de Mendeleïev. Par exemple, vous allez retrouver le chlore, le fluor, le carbone, voilà, l'oxygène, le néon, l'argon, le krypton, le xénon, le radon, le bismuth, le plomb, etc. Vous avez tout ça. Vous avez tout ça. Mais au niveau de nucléides, on n'en a pas 103. Parce que, pourquoi? Parce que si je prends des atomes, si je prends certains atomes, le carbone, il y a des isotopes. Donc il faut tenir compte des isotopes. Il faut tenir compte des isotopes. Par exemple, le carbone, il a des isotopes différents. Donc, les nucléides, il y en aura bien plus que 103, vous aurez compris, parce que si chaque élément atomique possède des nucléides, ben, on va démultiplier voilà, le nombre de nucléides. Hein. Donc, ce qui veut dire que vous aurez, en gros, 300 nucléides naturels fabriqués par l'homme. Environ 300 qui sont connus ou plus, je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas, c'est pour vous dire que contrairement aux atomes, il y a 103 atomes différents. Hein, mais les isotopes, il y en a passé 103, hein, parce que chaque atome peut avoir des isotopes. Et alors, bon, on a environ 1000 nucléides artificiels. Voilà, donc vous avez un nombre AZ, ben vous avez un nombre ZP, Zn. Dès que vous avez un nombre, un couple AZ, ce dessin-ci, par symbolisme, signifie que vous avez un couple AZ, hein, AZ dans le noyau, bien sûr, X étant un noyau, AZ. Donc j'ai AZ, et moi je considère que Z c'est le proton, je m'en fous des électrons ici, parce que c'est dans la physique nucléaire, on traite les protons. Mais dire qu'on a un couple AZ, c'est dire qu'on a un couple Zn. Zn. Et donc, tous les éléments, tout type d'atomes caractérisés par un couple Zn, donc Z proton et Z électron, on s'en fout, je vous dis c'est Zp, moi c'est Z proton, et N neutrons, eh bien, un couple de ces deux valeurs définit un nucléide. Donc ça veut dire que vous allez prendre tous les isotopes de tous les éléments, vous les mettez ensemble, vous allez avoir le nombre de 1300 éléments, naturels et artificiels. Hein, vous prenez tous les isotopes de l'iode, vous prenez tous les isotopes du carbone, vous prenez tous les isotopes, je sais pas moi, de l'hydrogène, différents isotopes. Mais l'iode, il a beaucoup d'isotopes. Hein. Je peux vous dire qu'il a beaucoup d'isotopes, l'iode. Déjà, l'iode, il va constituer déjà dans les 1300, déjà une bonne panoplie d'isotopes. Et alors, comment trouver la masse, justement, comment trouver la masse d'un atome? C'est le pourcentage d'existence de cet atome, c'est la somme de pourcentage c'est la somme, c'est la moyenne pondérée de l'existence d'un atome, d'un isotope, voilà, d'un isotope. C'est la somme pondérée, on va dire, de la masse existante avec un pourcentage d'existant dans la, dans la, oui, attention que ici, tout à l'heure, j'ai dit 300 nucléides naturels, c'est dans la nature, c'est pas artificiel. Ceux qui sont artificiels, je me suis trompé, hein, j'ai raconté une bêtise.
les 1000 sont artificiels. Les 1000, là-bas, ils sont artificiels. Les naturels, c'est 300. Hein. Bon, ils n'ont pas été créés par l'homme, hein, parce qu'ils sont naturels, justement. Je m'excuse, j'étais un peu trop vite dans mes explications. 300, c'est 300 nucléides naturels. Donc, c'est ce qu'on trouve dans la nature. On a 300 dans la nature. Donc, les artificiels, il y a beaucoup plus d'ailleurs. On a fabriqué 3 fois plus que ce qu'on retrouve dans la nature. Donc, l'homme s'est mis à fabriquer des nucléides, on va dire, des isotopes, on va dire. C'est attention que pas confondre nucléides et isotopes. Les nucléides contiennent des isotopes, contiennent les isotopes. Mais un nucléide, je vous dis, c'est un couple ZN, c'est tout. Voilà, c'est un couple ZN maintenant. Si je prends l'iode, il a des isotopes. Si je prends le carbone, il a des isotopes. Donc, ce qui veut dire que les nucléides, on en a fabriqué 3 fois plus que ceux qui existaient en naturel. Donc, au total, on a 1300 nucléides. 1300 nucléides. Mais donc la masse, justement, elle était. On a attribué la valeur des masses par rapport à une masse de l'existence du pourcentage d'existence naturelle. Par exemple, si les 98% existants naturels, ben on va tenir compte de cette pondération-là pour faire la masse des isotopes. Enfin, la masse de l'atome est donnée par rapport à la masse des isotopes. Bon, enfin, de toute façon, je verrai ça. Je verrai par un calcul, je comprends. Vous allez comprendre pourquoi, je veux dire, comment on trouve la masse. Et la charge d'espace. Aussi la charge d'espace. Mais tout ça, simplement pour vous dire que le nucléide, c'est ça. Alors maintenant, sachant que les nucléides, vous savez ce que c'est maintenant, c'est un couple ZN. ZN. Et qu'il existe 1300 nucléides ou nucléides naturels et artificiels. 1300 naturels et artificiels, dont 300 naturels et 1000 environ 1000 artificiels. Bon, il y a, si vous avez regardé certaines définitions, elles peuvent vous brouiller. Faites attention à des définitions parce qu'il y a des définitions qui peuvent vous brouiller. Hein. Prenez ce que j'ai dit pour argent comptant. Je veux dire, voilà, c'est une bonne définition, mais en tout cas, elle est vraiment bien compréhensible, dans le sens où on peut voir clairement ce qu'est qu'un nucléide. Parce qu'il existe des définitions qui peuvent vous brouiller. Hein. Ouais, par exemple, si je prends la définition, un nucléide est l'ensemble des atomes dont les noyaux contiennent le même nombre de protons et le même nombre de neutrons. Bon, laissez tomber de définitions pareilles, parce que c'est plus à vous embrouiller, essayer de chercher ce que ça veut dire que voilà. Voilà. De toute façon, celui qui reçoit une définition comme ça, à l'examen, s'il doit faire du copier-coller, ben, il étudie par cœur et recopie à l'examen si on demande qu'est-ce que c'est que comment est-ce qu'on appelle ça, un nucléide. Ça, vous faites du copier-coller, mais dans le copier-coller, vous n'aurez pas compris exactement ce que ça veut dire. Bon, parce que c'est une définition qui est un petit peu, on va dire, ressort du cadre, je veux dire, d'une bonne explication, on va dire ça comme ça. C'est une définition toute faite et qui met justement un petit peu qui embrouille plus c'est une définition qui va embrouiller plus qu'elle ne va apporter. Par contre, cette définition, si elle est demandée dans une interrogation, vous devez la taper telle qu'elle. Même s'il est un petit peu, je veux dire, loufoque, comme, je veux dire, comme type de compréhension, je veux dire, vous devez la taper, parce que si votre professeur demande la définition, ben, il veut une définition, vous lui tapez. Bien qu'elle est loufoque, cette définition, voilà. Pour moi, elle est loufoque. Hein. Un nucléide est l'ensemble des atomes dont les noyaux contiennent le même nombre de protons et le même nombre de neutrons. Moi, pour moi, c'est une définition que je bannis direct. Hein. Je bannis direct, j'ai pas besoin d'une définition comme ça, parce que, bon, ça met un petit peu de l'embrouille dans les explications. Et je comprends que de nombreuses personnes, pour une définition de ce qu'est un nucléide, se mettent à ne pas comprendre ce qu'est un nucléide, alors qu'un nucléide, c'est ça, c'est juste un couple de protons-neutrons, c'est tout. Et il en existe 1300. 1300 connus. C'est tout. Voilà, c'est un couple de protons-neutrons dans le noyau. C'est un couple de protons-neutrons. Dès que vous avez un couple de protons-neutrons, ben, ça constitue un nucléide. C'est tout. Par exemple, si j'ai 6, 5, ben, c'est 6 protons, 5 neutrons, boum, là j'ai un nucléide. J'ai un nucléide. Hein. C'est un nucléide. C'est tout. Si j'ai une valeur
7, 3, 7 protons, 3 électrons, c'est un nucléide. Qui sont différents, c'est deux nucléides différents. C'est deux nucléides différents. C'est tout. Donc, n'allez pas entrevoir des définitions qui vous embrouillent, qui, au bout du compte, ne vous font pas comprendre ce qu'est vraiment un nucléide. Et on vous demande une définition. Je veux dire, et le professeur sera content que vous aurez tapé la définition, mais vous ne l'aurez pas compris. Ça, c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Donc, c'est pour vous dire que si, quand vous avez des définitions, allez rechercher, vous allez chercher des définitions, vous les, on va dire, classifier, et vous regardez celle qui vous sied le plus. Parce qu'une définition à l'autre, il y a des gens, ils ont voulu donner des définitions, mais les définitions sont plus des définitions d'embrouille, en vouloir faire du bon français ou je sais pas quoi. Ouais, je veux dire, essayer de faire du poétique dans la définition qui a finalement perdu de vue, je veux dire, toute la symbolique de compréhension. Voilà, on, on a un signifié et signifiant, mais il y en a un des deux voilà, qui ne joue pas son rôle dans la définition. Je vous le dis tout de suite. Alors, faites très attention aux définitions. Si une définition vous paraît un petit peu loufoque, allez en rechercher une autre, hein. Allez en rechercher une autre. Certains essaieront de faire du romantique ou de la philosophie au travers d'une définition. Pour finir, le message ne passera pas au niveau de la définition. Et donc, pour quelque chose de simple à comprendre, va devenir quelque chose de complexe. Pourquoi? Parce que déjà, le texte est déjà lui-même un petit peu, on va dire, embrouillant. Donc, dans les définitions, si vous avez des définitions, étudiez des définitions, même si le professeur sera content que vous lui mettiez sa définition, rien ne vous empêche d'aller chercher une définition ailleurs, que si elle est valable, elle est bonne, vous la tapez, et si elle est plus compréhensible que la définition de votre professeur, tapez-la. Voilà, n'allez pas par quatre chemins. Voilà. Et s'il n'est pas content, vous lui dites, écoute, bon, cette définition-là, elle est valable, elle est tirée de, voilà, de. Mais s'il n'est pas content, je veux dire, écoute, il faudrait lui dire que, voilà, qu'il n'y a pas que sa définition, qu'il existe d'autres définitions. Voilà, il y a des définitions qui sont, je veux dire, plus appropriées pour la compréhension. Aller chercher une définition qui va vous embrouiller, c'est plus ne pas comprendre dans la définition, là, vous plus vous embrouiller, vous ne comprendrez pas ce qu'est le nucléide. Le nucléide, c'est simple à comprendre. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est un nucléide parce que la définition en soi, on leur apporte une définition qui embrouille. Donc, fatalement, le gars, il est embrouillé, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'est un nucléide. Un nucléide, c'est ce qui se trouve voilà, dans le proton, enfin dans le noyau. Voilà, ce sont les nucléons. Les nucléons, un couple voilà, de nucléons constitués de protons et de neutrons, un couple de nucléons constitués de protons et neutrons forme un nucléide, point. C'est-à-dire, en d'autres termes, un type d'atome est caractérisé par la valeur de deux nombres, Z protons et N électrons. Un couple de ces deux valeurs définit un nucléide. Un couple de ces deux valeurs définit un nucléide. Un couple de ces deux valeurs, donc 7 protons, N neutrons, définit un nucléide. Voilà. Donc 7,3, pour moi, c'est un nucléide. 6,5 est un nucléide. Voilà. Ceci étant dit, maintenant, je vais aller voir un petit peu ce qui s'y passe sur Internet concernant le nucléide. Voici le nucléide. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un type d'atome ou de noyau atomique caractérisé par le nombre de protons et de neutrons, d'ailleurs c'est ce que j'ai dit, voilà, qu'il contient, ainsi que par l'état de... Oui, ça j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire que, bien sûr, bon, ça va de soi, hein. Il a une énergie. Hein. Bon, s'il a 7 protons, 5 neutrons, il a une valeur énergétique qui n'est pas la même que bon, 5 et 4. 5, 4 n'a pas la même valeur énergétique que 7, 3, d'office. Hein. Ouais, donc il est défini par un état d'énergie dans lequel il se trouve. Ça, vous le savez très bien, parce que vous avez de l'électricité, donc de l'énergie de type électrique. Vous avez des énergies électriques de type coulombienne. Alors, je vous rappelle que bon, les forces de gravitation ici sont négligeables. Hein. Bon, si vous les calculez, j'ai fait un calcul avec l'attraction, je crois, d'un proton et d'un électron, c'était faible. Hein. Parce que pourquoi? Parce que la force de gravitation dépend des masses. Or, la masse est tellement petite pour ces particules que la force de gravitation est tellement petite. Bon, ça veut dire que les forces coulombiennes sont beaucoup plus grandes que les forces coulombiennes sont beaucoup plus grandes que les forces, comment on appelle ça, de gravitation. Donc on néglige les forces de gravitation, je vous le dis tout de suite.
Ça, c'est une chose. Mais attention que les forces nucléaires sont beaucoup plus grandes que les forces coulombiennes. Donc attention à ça. Il y a les forces de type attractif, de gravitation, négligeable complètement, à cause des masses très petites, et les forces coulombiennes, voilà, beaucoup plus grandes que les forces de gravitation, mais on a les forces nucléaires beaucoup plus grandes que les forces coulombiennes. Voilà, ça va de soi. Et donc là, je vous ai fait une hiérarchie voilà, des forces de type gravitationnel, coulombienne, de type électrique coulombienne et de type nucléaire. Donc il va de soi que quand on parle de nucléide d'office, ben, il y a sa composante énergétique. Donc en cela, il se différencie de l'isotope qui, oui, ça je verrai l'isotope, donc c'est pas la peine de discuter de l'isotope, qui n'est identifié que par son nombre de protons et de neutrons. Il peut donc exister plusieurs nucléides pour un même isotope. Le mot nucléide, forgé à partir du mot nucleus, donc noyau, a été proposé en anglais nuclide par Truman P. Common en 1947. Ça veut dire que, bon, voilà, il y avait beaucoup de particules qui ne connaissaient pas auparavant, mais on savait les mettre sous forme d'équations. Je vous le dis tout de suite. Je vous montrerai quelques petits types d'équations de désintégration nucléaire qu'il est possible d'écrire, mais que forcément on ne connaît peut-être pas les particules. Enfin, on ne connaissait pas les particules à un moment donné, jusqu'au moment où on les a nommées. On s'est dit, ouais, ça c'est tel type de particules, on connaît ses caractéristiques, on va le nommer. Mais dans un premier temps, on mettait voilà, des équations de désintégration, on ne savait pas ce que c'était que ce qu'on avait à droite, en fait c'était une particule, tout simplement. Alors, je disais, a initialement suggéré nucléide comme désignant une espèce de noyau défini par son nombre de neutrons et de protons. Voilà, c'est un couple proton-neutron. Hein. Le mot a donc initialement été désigné pour concerner le noyau atomique. Voilà, donc ça concerne le noyau atomique, comme je vous ai dit. Dans la graphie abrégée d'un nucléide, on place le nombre de nucléons. Alors, le nucléon, c'est le nombre. Les nucléons, c'est les éléments qui se trouvent dans le noyau. C'est protons, neutrons. Alors, on place le nombre de nucléons en haut à gauche du symbole de l'élément chimique et le numéro atomique du nombre de protons en bas. Voilà, par exemple, c'est ce que je vous ai fait, c'est le X. X qui est le noyau. Et 12, c'est bien sûr. 12, c'est la masse atomique, donc c'est le nombre de protons et de neutrons, c'est-à-dire que c'est le nombre de nucléons. 12 est le nombre de nucléons parce que c'est le nombre de protons, neutrons, c'est la masse atomique totale voilà, du noyau. 12 c'est le nombre de nucléons et 6 c'est le nombre de protons. Donc en faisant la soustraction 12 moins 6, on a le nombre de neutrons. Voilà, 12 c'est 6 pour l'isotope le plus commun du carbone. Voilà, donc ça c'est l'isotope du carbone 12 parce qu'il existe le carbone 14 aussi. Voilà, il existe le carbone 14, c'est 14C6 et là c'est 12C6. Pour l'isotope le plus connu du carbone, le numéro atomique peut être omis car il est défini implicitement par le symbole de l'élément. Oui, qu'est-ce qu'ils vous disent ici? C'est simple. En fait, on sait bien que c'est du carbone. Donc, si vous allez dans le tableau de MEDEF, ils ont mis bon, le carbone 12C6, par exemple. Voilà, ils ont mis le 12C6. Si vous regardez le tableau de MEDEF, ben, il a 6, c'est le sixième élément du tableau de Mendeleev, donc c'est Z égale 6. Ça veut dire qu'il a 6 protons, 6 électrons. D'ailleurs, la première couche fait 4 électrons et la seconde couche fait 2 électrons. Elle est constituée, enfin, la première fait 2 électrons, je m'excuse, je me suis trompé parce que vous ne pouvez pas mettre, voilà, dans la première couche, vous ne pouvez pas mettre, voilà, plus de 2 électrons. Donc la première couche, elle fait 2 électrons, toujours, hein, fait toujours 2 électrons dans la première couche. La deuxième couche fait que 8 électrons, pas plus. Voilà. La troisième couche, on peut en mettre que 18. Et la quatrième, elle fait 32 couches. Enfin, 32 électrons. Quatrième, voilà. Et ainsi de suite. Bon, ensuite, ce que je voulais vous dire, que donc la première couche, c'est 2 électrons, et la deuxième, pour le carbone, c'est 4 électrons. Donc 2 plus 4, ça fait 6 électrons. Donc 2 électrons qui orbitent sur la première couche, et 4 électrons sur la deuxième couche, qui fait 6 électrons. Donc le carbone, il a 6 électrons. Voilà. Le carbone, il a 6 électrons, mais il a 6 protons. Voilà. Alors, pourquoi ne va-t-on pas mettre le numéro atomique peut être omis? Parce que, ben, on sait bien que c'est du carbone.
Ben, si c'est du carbone, on sait bien que c'est le 6. Vous allez voir dans le tableau de Mendeleïev, carbone c'est 6. Donc le numéro atomique, il n'y a pas besoin de le mettre. Donc le fameux 6, vous mettez 12C, c'est bon. 12C parce que le carbone c'est 6. Carbone c'est 6. Donc vous mettez 12C, voilà, 12C, et le C comme il vaut 6, ben, il n'y a pas besoin de mettre le 6. Mais généralement on met les deux, hein, comme ça on est tranquille. Bon, peut-être atomique car il est défini implicitement par le symbole de l'élément. Bon, stabilité. Un grand nombre de nucléides sont instables. Comme ils sont radioactifs, on les appelle radionucléides. Voilà. Ça, on va avoir des réactions de désintégration radioactive, donc ils vont se désintégrer et ils vont donner des éléments radioactifs. Radioactifs parce que ça va être des éléments, voilà, certains éléments seront avec des ondes. Il y aura des éléments qui vont se créer, c'est surtout ça. Vous allez voir que suivant le type de désintégration, vous allez avoir de la création de parfois de nouvelles particules. Nouvelles particules que je verrai, c'est le but justement d'expliquer les réactions radioactives et donc avec la création d'éléments radioactifs ou radionucléides. Alors dans la nature, il y a 252 nucléides stables, à peu près, et 85 instables. Bon, je vous ai dit qu'il y avait 300, mais là je vais faire le calcul. 200, 252 plus 85. 252. 337, mais j'avais dit 300. J'étais pas loin. Vous voyez, j'étais pas loin. Voilà. Donc, regardez bien ce qu'il est dit. Hein. Il y a 252 stables, voilà, et sont que 85 qui vont créer des... qui sont des radionucléides. Donc, 85 radionucléides qui sont instables, ils vont faire des réactions de désintégration, et on va dire, on en aura 252 qui sont stables, qui eux ne feront pas de réaction radioactive. Alors, les radionucléides primordiaux dont la demi-vie est au moins du même ordre de grandeur que l'âge de la Terre, 4,6 x 10 exposant 9 années, et qui n'ont pas disparu complètement. Par exemple, l'isotope d'uranium, le plus répandu, a une demi-vie de 4,5 x 10 exposant 9 années. Oui, là on a, bien sûr, le, comment on appelle ça, l'uranium. 238, je m'excuse, 238, uranium. Si on va regarder le tableau de Mendeleïev, c'est le 238, c'est le, bien sûr, il n'y a que 103 éléments, hein. Mettez-vous ça dans la tête. Hein. Mettez-vous bien dans la tête que dans le tableau de Mendeleïev, il n'y a que 103 éléments. Donc 238, c'est sûrement pas numéro atomique. Hein. 238, c'est le nombre de protons et d'électrons. Ils vous l'ont dit. Et ils ont omis le fameux voilà, numéro atomique parce qu'ils vous disent que c'est U. Mais U, je peux vous dire que c'est 98. Je vais regarder dans le tableau de Mendeleïev. L'uranium, normalement c'est 98, je le sais bien. Hein. Bon, j'ai pas besoin d'aller le voir, mais je vais confirmer en regardant sur les tableaux de 93, 94, 95, 96, 97. Oui, c'est pas le 98, alors je m'excuse, je me suis trompé. 92. L'uranium c'est 92. Voilà, donc l'uranium, en fait, c'est l'écriture 238, 92. 238, 92. Qui, par désintégration radioactive, va donner bien sûr du thorium. Alors le thorium, c'est le... Cherche. 90. 90. Voilà. Donc, je pourrais l'écrire, c'est pas un problème. Hein, ça. La désintégration radioactive va donner du... Donc, on vient de voir que c'est de l'uranium. L'uranium, c'est 90, je sais plus combien, 92, je crois. Parce que j'ai dit 98 tout à l'heure, mais c'était pas bon. Je vais regarder dans le tableau de Mendeleïev. L'uranium, c'est 92. Oui, 92. 92. Alors,
Là, c'est le nucléide 238. Les 92, c'est le nucléide 92. Je vais faire 238 moins 92. Donc ça, c'est 92 protons. 238 moins 92. Voilà, ce qui fait 146. 146, voilà. Ça c'est le nucléide. Voilà, c'est un nucléide qui est l'uranium, constitué de 92 oui, 92 protons et 146 neutrons. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a un déséquilibre. Il y a plus de neutrons que de protons. Il y a plus de neutrons que de protons. Il y a plus de neutrons que de protons. On pourrait avoir le contraire. On pourrait avoir plus de protons que de neutrons. Donc, il y a des cas de figure où on a un excès de neutrons, et il y a des cas de figure où on a un excès de protons. Et dans le cas d'uranium, on a un excès de neutrons. Alors ça va donner bien sûr, comme je vous l'ai dit, du thorium. Et le thorium, c'est 90, 238, voilà, 238, 234 plus 238, ça va donner un noyau d'hélium. Un noyau d'hélium. Voilà, ça va donner un noyau d'hélium. Donc 92, 90, voilà, ce qu'on appelle un hélion. Ça, c'est un hélion. Ça va donner un hélion. Voilà. C'est un cas de figure. Voilà. Donc c'est une désintégration de l'uranium en thorium. Avec voilà, la création d'un noyau d'hélium qu'on appelle un hélion. Voilà, donc on a la loi conservative des charges. On a une loi conservative des charges. On a une loi conservative des charges. Parce qu'ici, on a 90 protons, plus 2 protons, mais on a toujours 92 protons. Hein. Voilà, on a toujours à gauche, aussi bien dans les équations chimiques, on a conservation de la matière, et bien sûr, conservation de l'énergie aussi, quelque part. Mais là, on a une conservation de charge. 92 protons, voilà, 92 protons d'un côté, et 90 plus 2 protons, avec deux éléments séparés, deux nucléides. On a deux nucléides séparés, un qui va donner 90 et l'autre 2 protons, ce qui fait 92 protons au total. Donc au bout du compte, on a eu une désintégration de 92 protons en 90 protons et 2 protons, en deux nucléides. On a un nucléide qui va donner 2 nucléides. Alors, ce nucléide-ci, bon, donc je peux vous dire qu'on peut avoir soit des déséquilibres protons-neutrons, ou soit des déséquilibres neutrons-protons. On peut avoir parfois plus de neutrons, et ça a une incidence sur les réactions chimiques, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça va avoir une incidence sur les réactions chimiques, sur les réactions nucléaires, je m'excuse. Sur les réactions nucléaires, je m'excuse, je suis dans les réactions nucléaires ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va donner? De toute façon, c'est pas le but d'expliquer ça. J'expliquerai ça dans une autre vidéo. Je vais expliquer parce que ici, je suis en train de de partir sur des choses qu'il ne faut pas. Bon, sachez qu'ici, bon, on a l'isotope 32. Je m'excuse. Faut faire le calcul. Hein. 92 protons. Voilà. Et 238 moins, je vous ai dit que ça faisait 238 moins 92. 146. Donc 146, je vais avoir 90, bien sûr, 2, 234 moins 90. 144. Voilà, j'ai un nucléide plus un autre nucléide. Donc un nucléide va donner deux autres nucléides.
Alors, on va dire ça comme ça. Le restant, je vous ai expliqué dans une autre vidéo, parce que c'est pas le but d'expliquer des intégrations nucléaires ici. Voilà, ça doit s'étudier, je veux dire, au cas par cas. Alors, je vais faire le dernier 4. Là, 4 moins 2, ça fait 2. Là, j'ai un nombre de protons qui est égal au nombre d'électrons. Là, j'ai un nombre de neutrons. Enfin, je m'excuse. J'ai un nombre de protons qui est égal au nombre de neutrons. Pour les lions, qui est un atome d'hélium, enfin un noyau d'hélium, je m'excuse, qui est un noyau d'hélium, l'hélium qui est un noyau d'hélium, l'hélium est un noyau d'hélium. Voilà. Alors, 2, c'est même nombre de protons, même nombre de neutrons. Même nombre de protons, même de neutrons. Je parle du noyau, je m'en fous des électrons. Je parle du noyau, je m'en fous des électrons. Voilà, je suis dans le noyau. Ce sont des noyaux. Ce sont des noyaux X. Quand je marque U, c'est je m'intéresse à ce qui se passe au noyau. Quand je marque TH, je m'intéresse à ce qui se passe dans le noyau. Mais attention qu'ici, c'est, on va dire, un noyau père, et ça, c'est un noyau phi. Voilà, c'est un noyau père et un noyau phi. Le noyau père va donner une générescence, une arborescence au niveau, donc, père, phi. Donc, je ne peux pas l'appeler X. Je devrais l'appeler Y. Plus, et là, c'est un noyau caractéristique d'hélium, qu'on appelle l'hélium. Donc là, on se retrouve toujours avec un nombre de protons plus petit qu'un nombre de neutrons. Un nombre de protons plus petit qu'un nombre de neutrons. Un nombre de protons égal au nombre de neutrons pour l'hélium. Voilà. Alors, en indiquant la réaction comme je l'ai fait ici, ben, on peut se dire que je peux retrouver, si je fais, pour avoir, si je fais 146 plus 92, je retrouve ceci. Et voilà. Tout d'abord, je sais bien que c'est de l'uranium. Hein. Là, je sais bien que c'est du thorium. Là, je sais bien que c'est de l'hélium. Voilà. Et je peux retrouver, grâce à ce couple-là que j'ai mis là, je peux retrouver tout. Hein. Voilà. 92, je sais bien que c'est 92. Donc, je sais bien que c'est de l'uranium. Hein. 146, ben, je fais 146 plus 92, ben, j'ai 238. Je sais bien que c'est de l'uranium 238. Donc, vous voyez que le nucléide me donne toutes les informations possibles des nucléons, du nombre de protons, du nombre de neutrons et de l'élément qu'on a en face de soi. Hein. Voilà, le nombre de protons va donner le nombre d'électrons et donc me donne l'élément que j'ai en face, l'élément qui, voilà, de numéro atomique. Numéro atomique, je l'ai, c'est nombre de protons, c'est le numéro atomique, je sais bien que c'est l'uranium. Voilà, mais je ne devais pas expliquer ça. Ce que je voulais expliquer, c'est voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Donc ça, c'est l'uranium 238, ils n'ont pas mis le 92, mais en tout cas, il a un temps de demi-vie de 4,5 fois 10 exposant à 9 années, c'est-à-dire 4,5 milliards d'années. Alors, les radionucléides primordiaux, bon, tout est venu par radio... ben, bien sûr, je vous ai dit que dans l'espace, ce sont des réactions de tout type. Hein. Il y a les ondes qui passent, c'est de l'électricité, c'est de la gravitation universelle, c'est des réactions thermodynamiques, c'est des réactions nucléaires, et donc fatalement des réactions nucléaires aussi. C'est toute, voilà, c'est toute une alchimie de différents domaines d'applications qui font leur travail. Ce qui se passe dans l'espace, c'est des travaux de à tout bout de champ, travaux mécaniques, travaux électriques, travaux chimiques, travaux thermodynamiques, travaux nucléaires, c'est ce qui se passe dans l'espace. Et donc, formation de la Terre, c'est ça. Bon, radionucléides primordiaux, dont la demi-vie. Voilà, donc la demi-vie, ça veut dire que au bout d'un temps moitié, ben, enfin, au bout d'un temps, je m'excuse, au bout d'un temps, un certain temps qu'on appelle la demi-vie, voilà, c'est la demi-vie. Au temps de la demi-vie, ben, le radionucléaire a perdu de son activité de moitié. Et chaque temps de demi-vie, elle perd de moitié par rapport à ce qu'elle était précédemment. Donc vous avez une courbe d'allure exponentielle décroissante. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a 4,6 milliards d'années, ben, la radioactivité était à son summum. Et puis bon, tous les temps de demi-vie, le radionucléaire primaire dans la demi-vie est au moins du même ordre de grandeur que l'âge de la Terre. Voilà, oui, ça c'est le temps de demi-vie, hein, 4,5, c'est bien ça. Temps de demi-vie, chaque 4,5 fois 10 exposants
chaque 4,5 milliards d'années, l'uranium perd de sa moitié comment est-ce qu'on appelle ça, de son activité, on va dire, radio-isotopique. Elle perd de son activité. Elle perd de son activité nucléaire, radioactive. Elle perd de son activité radioactive tous les temps de demi-vie. Elle perd de la moitié de son activité radioactive. Donc, ce qui veut dire que la radioactivité, je veux dire, en gros, pour parler tout simplement, la radioactivité au début de l'existence de la Terre, qui était à son summum, perd de son activité au fur et à mesure des années. Donc, ça se parle en milliards d'années. Hein. Ça se parle en milliards d'années. C'est pas, voilà, ça se parle pas en 1 heure ou 2, ou c'est en milliards d'années. Voilà. Donc, les radionucléides radiogéniques ou cosmogéniques, dont la demi-vie est courte, mais qui sont produits en permanence, soit par la décomposition radioactive ou d'un radionucléide primordial, chaîne de désintégration. Oui, il peut y avoir des chaînes. Une intégration n'est pas comme je vous l'ai montré, il peut y avoir une chaîne de désintégration, c'est-à-dire ça va concerner toute une panoplie de réactions en chaîne, une réaction en chaîne de désintégration. Voilà. Alors, pas confondre chaîne de désintégration et une désintégration. Une désintégration, c'est une désintégration. Une chaîne, il va y avoir plusieurs désintégrations. Voilà. Alors, donc, les radionucléides radiogéniques ou cosmogéniques, dont la demi-vie est courte, mais qui sont produits en permanence, soit par la décomposition radioactive d'un radionucléide primordial, soit par des réactions nucléaires dues aux rayons cosmiques. Donc on a des réactions nucléaires, bon, pas confondre désintégration et réaction nucléaire, je vous le dis encore une fois. Je vous ai expliqué un nom, la désintégration, mais la réaction nucléaire, je vous l'expliquerai. C'est pas le but de la vidéo ici. La réaction nucléaire, c'est une composition. La désintégration radioactive, c'est une décomposition. Pas confondre composition et décomposition. Et alors, cette composition-décomposition se fait dans l'espace, et parfois, parfois ça se passe tout le temps, sont produits tout le temps, hein, c'est quasiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais c'est de durée très courte. Voilà, la temps de demi-vie, ça se passe tout le temps, mais ça disparaît tout de suite. On va dire ça comme ça. Par exemple, le radium-226, qui n'a une durée de demi-vie que de 1609 années, est naturellement présent en tant que descendant de l'uranium-238. Le béridium-10, demi-vie 1,30 méga années, et le carbone-14, demi-vie 5730 ans, plus ou moins 40 ans d'erreur. Parfois, c'est 533, 5733, 7734, 7728, voilà, mais sur une marge de 40 ans, sont quant à eux produits dans l'atmosphère à partir de l'azote 14. Donc l'azote 14 va former, bien sûr, va former le carbone 14. Donc le carbone 14 se retrouve dans l'atmosphère. En même temps que le béridium 10 aussi, hein, le béridium 10 et le carbone 14 sont formés dans l'atmosphère. À partir de l'azote 14, qui est un isotope, puisque voilà, l'azote, c'est... Oui, l'azote, c'est 14. L'azote, c'est déjà 14. Et s'accumule au sol à travers les précipitations pour l'un et la synthèse chlorophyllienne pour l'autre. Donc avec les pluies, ça tombe voilà, au sol. Et avec la synthèse de la chlorophylle, donc de la plante verte, ben on les retrouve voilà, dans les plantes. Par ailleurs, environ 3000 nucléides instables ont été produits par des méthodes artificielles. Donc je vous les ai dit tout à l'heure, je ne sais plus combien. Je vous ai peut-être raconté une bêtise. Voilà. 1000, ça fait 1300, donc c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Ce qu'ils vous disent ici, c'est 3000. Déjà, c'est 3000 instables. Déjà, c'est 3000 instables. C'est 3000 instables. C'est 3000 instables. Donc, ils vont faire des réactions. Des réactions de physique nucléaire. Hein. Pas des réactions chimiques. Je parle ici de réactions de physique nucléaire. Alors, isotope. Ça, je verrai, il n'y a pas de problème.
les nucléides d'un élément chimique particulier avec le même numéro atomique, mais des nombres de neutrons différents, s'appellent isotopes. Donc ça veut dire que les isotopes sont des éléments qui possèdent des neutrons différents, c'est juste ça. Bon, mais ça je le verrai en exemple, hein, dans une vidéo à part. S'appelle isotope de cet élément, avant que même le terme isotope ne soit accepté officiellement dans les années 50, il était utilisé de façon vague et pouvait désigner un nucléide particulier. Isobar, des nucléides de nombre de masses égal, mais de numéros atomiques différents. Autrement dit, même nombre de nucléons, mais de nombre de protons différents, s'appelle des isobars. Bon, je vais le voir ici, hein. Bon, vous allez comprendre ici. Alors, plutôt que parler des définitions, voyons voir ce qu'il est marqué là. Isotope, même nombre de protons. Vous voyez, 12C6 et 13C6, ce sont des isotopes. Pourquoi? Parce que ils ont un nombre de... ils ont même nombre... la masse est différente tout d'abord, parce qu'ils ont des neutrons différents, ben, la masse est différente. Mais le nombre de protons est toujours le même, hein, c'est 6, 6. Hein. On a le carbone C12, il existe le carbone 14, carbone 12, carbone 13, carbone 12, 13, 14. Carbone 12, ouais, c'est 6 protons, 6 électrons, mais 6 neutrons. Carbone 13, 6 protons, 6 électrons, 7 neutrons. Et carbone 14, c'est 6 protons, 6 électrons et 8 neutrons. Vous voyez qu'on passe de 6 neutrons, 7 neutrons, enfin je m'excuse, oui, on passe de 6 neutrons, 7 neutrons et 8 neutrons. Donc c'est 3 carbones avec différents neutrons. Carbone 12, carbone 13, carbone 14 sont... Voilà, je vous ai dit qu'il n'y a pas besoin de marquer le 6, hein, parce qu'on sait bien que c'est du carbone. Hein. Le numéro atomique, c'est le nombre d'électrons, le nombre de protons, il ne varie pas, lui. Il ne varie pas. Donc je peux enlever le 6. Donc je peux appeler ça 12C, 13C, 14C. On sait bien que c'est du carbone, donc c'est 6. Donc 12, c'est... Comme carbone, c'est du carbone, donc il a 6 protons, 6 électrons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le noyau, donc il a 6 protons. Donc la masse du noyau vaut 12. Donc comme il contient 6 protons, ben, c'est qu'il a 6 neutrons. Le 13, il contient 7 neutrons. Et le 14 contient 8 neutrons. Donc il y en a un qui a 6 neutrons, l'autre qui a 7 neutrons, et l'autre qui a 8 neutrons. Donc un isotope, c'est même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Donc un isotope diffère par le nombre diffère par le nombre de neutrons. Mais ce sont tous les trois des nucléides. Tous les trois sont des nucléides. Parce qu'il y a un couple 12-6, 6-6, un couple 6-7 et un couple 6-8. Dès le moment où vous avez un couple, vous avez des nucléides. Donc on a 3 nucléides, donc qui constituent 3 isotopes. Alors les isotones, c'est le même nombre de neutrons. Par exemple, si je prends 2 isotones, qui est le carbone et l'azote, mais il y en a un qui a 6 protons, l'autre 7 protons. C'est tous les deux des nucléides parce qu'ils possèdent un couple 6,7. Pourquoi 6,7? Parce que 13 moins 6, ça fait 7. Donc 6 protons, 7 neutrons pour le carbone, 7 protons, 7 neutrons pour l'azote. Donc ils ont tous les deux 7 neutrons. Donc ce sont des isotones parce que ce sont deux nucléides possédant le même nombre de neutrons. Donc ce sont des isotones. Les isobars, même nombre de masses. Le même nombre de masses, c'est même nombre de nucléons, c'est-à-dire même nombre de protons et de neutrons. C'est-à-dire que on a l'azote 17, qui est un nucléide, 17,7 c'est un nucléide, 17,8 est un nucléide, 17,9 est un nucléide. On a 3 nucléides, mais ils ont tous les 3 les mêmes nombres de masses, c'est-à-dire même nombre de nucléons, c'est-à-dire 17, 17, 17. Dans le noyau, on a 17 nucléons pour l'azote, 17 nucléons pour l'oxygène, 17 nucléons pour le fluor. Sachant que le 17,7, ben, c'est 7 protons, le 17,8, c'est 8 protons, 17,9, c'est 9 protons, mais que le 17,7, c'est 10 neutrons, le 17,8, c'est 9 neutrons, et le 17,9, c'est 8 neutrons. Mais ce qu'on regarde dans les isobars, c'est le nombre de nucléons. Ils ont tous les trois le même nombre de nucléons. Alors, les noyaux miroirs, c'est le même nombre de neutrons et de protons échangés. Effectivement, parce que si vous regardez le H1,3, mais qu'est-ce qu'il a échangé? Bon, le H1, il a échangé. Si vous regardez l'hydrogène, c'est H11. Dans le tableau de Mendeleev, c'est un proton, un neutron. 0 neutron, je m'excuse.
Oui, parce que 1 moins 1, ça fait 0. Bon, là, on a 0 neutron pour le H11 dans le tableau de Mendeleev. Mais là, pour avoir H13, mais H13, il a gagné 3 neutrons. Il a 3 neutrons. Il a gagné 3 neutrons. Oui, 3 neutrons parce qu'il était 0. L'hélium, c'est 4. Oui, 4. 4, c'est 2 protons. Donc, 4, 2, dans le tableau de Mendeleev, je suis en train de regarder le tableau de Mendeleev, 4, 2, c'est 2 protons, 2 neutrons. 2 protons, 2 neutrons. Donc j'ai bien 2 protons, mais là j'ai 3 neutrons. Donc il a échangé. Attention qu'ici c'est le nombre de protons et d'électrons échangés. Et de protons. Donc 4 moins 2 ça fait 2. 2 protons, 2 neutrons. 1. Non, ici, il faut même pas aller plus loin. Hein. 3. 2. Normalement, c'est 3. Noyau miroir, je vois pas. Hein. Un nombre de protons et d'électrons échangés. Ça. Parce que l'hydrogène, c'est 0 neutron. Un proton. Un moins 1, ça fait, il n'y a pas de neutrons. Il a échangé 3 neutrons. Oui, 3 neutrons. Il a échangé 3 neutrons, parce que l'hydrogène, c'est 0 neutron. 3 neutrons. Mais la masse, dans la masse contient un proton. Donc en fait, il a échangé deux là-bas au-dessus, c'est 3, il ne faut pas oublier que c'est la masse. Hein. Donc si vous enlevez un proton, il reste 2 neutrons. Donc il a échangé 2 neutrons. Et en vérité, l'hydrogène n'en possédait pas. Et là, maintenant, il en a 2. Il en a 2, voilà. Maintenant, l'autre, l'hélium, mais 3 moins 2, ce qui fait 1. 1. Mais l'hélium, il possédait, donc là, c'est 3 moins 2, 2 protons, on a un neutron. Un neutron. Mais l'hélium, c'est 4,2. Il avait 2 neutrons. 2 neutrons. Maintenant, il se retrouve avec un neutron. Donc, c'est bien ça, de 2 vers 1. Il y a un échange de 1. De 2 vers 1, il y a un échange de 1. Et de l'autre côté, 1, 3. 2. 3 moins 1, ça fait 2. 3 moins 2. Bon, ici, je ne vais pas trop m'attarder à ça, mais... Bon, je vais faire déjà le dernier, puis je vais regarder. Puis je vais terminer avec ça. Isomère nucléaire. Même nombre de neutrons et de protons, mais état d'énergie différent. Ouais, bon, ça, c'est au niveau des états énergétiques, hein, 99, 43. 99, 43, mais voilà, là,
c'est au niveau des énergies. Ils n'ont pas le même niveau d'énergie. Voilà. Par contre, on va regarder après le noyau miroir. Nombre de neutrons et de protons échangés. En tout cas, moi je vois que l'hydrogène, il a 0 neutrons. Hein. Donc il a échangé ici, 3 moins 1 ça fait 2, il a 2 neutrons. Or il en a 0 dans le tableau de Mendeleïev, il en a échangé normalement 2 neutrons. Il a échangé 2 neutrons. Par contre, l'hélium, il a échangé 3 moins 2, ça fait 1. Et dans le tableau de Mendeleïev, vous faites 4 moins 2 de neutrons. Il passe de 2 à 1. Il faudrait que j'écrive ça. Bon, je vais les rappliquer ici. Ouais. Bon, je vais l'écrire alors. Je terminerai avec la vidéo avec ça. Donc c'est 3-1-H, 3-2-HE. 3-1-3-2. Trois, 1, 3, 2. Alors, l'hydrogène, dans le tableau de Mendeleïev, normalement c'est 1. Bon, la masse fait 1. La masse fait 1 et on a un électron, donc un proton. Donc on a un proton, 0 neutron. L'hélium, c'est 4. 4 et 2. 4, le plus grand il est là, et 2 il est là. Vous voyez qu'ici l'hydrogène, c'est un cas un petit peu à part, parce que je vous disais qu'il fallait toujours chercher le plus grand, mais celui, si c'est un cas à part, il est égal. Alors bon, de toute façon, s'il est égal, que vous mettez au-dessus ou en dessous, on s'en fout. Hein. Que vous mettez l'un au-dessous ou en dessous, ils sont égaux. Donc vous pouvez vous tromper, vous interchangez, vous allez avoir un 1. Donc généralement on met le plus grand au-dessus, mais s'ils sont égaux, bon, vous placez l'un ou l'autre au-dessus ou en bas, on s'en fout, s'ils sont égaux. Généralement le plus grand il est au-dessus. Et si on sont égaux, vous placez, voilà, ils sont égaux justement. Donc là je vais mettre combien de protons? 2, combien de neutrons? 2. Alors là, si je prends celui-là, l'hydrogène, c'est un proton, 3 moins 1, 2 neutrons, c'est 2 nucléides. Hein, voilà. Tout ça, c'est des nucléides. Ce que je suis en train de noter, c'est il y a 4 nucléides ici. Hein. Il y a 4 nucléides, dont 2 sont des isotopes. Hein. Celui-là et celui-là sont des isotopes, celui-là et celui-là sont des isotopes. Voilà. Mais on a 4 nucléides. Alors, 2 protons, 3 moins 2, 1. Voilà. Alors, sur base de ça, combien de neutrons échangés? 2.
Combien de neutrons échangés? Un. Oui, mais c'est plutôt comme ça qu'il faut regarder. Ici, 2. Enfin, ici, je ne veux pas trop discuter sur ça parce que je vois pas qu'est-ce qu'il raconte par noyau miroir. Bon, c'est pas un programme. Ce que je risque de chercher. Et puis voilà. Ce que je peux faire, c'est me regarder voilà, comment ça va. Et puis vous le mettre en remarque. Parce que ici, je risque de chercher. Voilà. 3 millions. 3, 3. Voilà, ici, je vois pas. Parce qu'ici, il y en a, il a 2 échangé 2 neutrons. Proton, il n'en a pas échangé. Parce que on a toujours de l'hydrogène. Là, on a échangé 1, 2. Ce qui fait 3. Ah, par contre, là, si je regarde ces deux-ci, 1, 2, ben, ouais, même comme ça va pas. 3, 3 et 4, ça fait 1. 1 et 2, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Mais je ne manque pas ça. Donc, je peux même pas dire que ce soit ça. Euh, 3 moins 1, 2. 2 moins 1, 1. Plus 1, 3. 4 moins 3, 1. 2 moins 1, 1. 1 plus 1, 2. Bon, je peux même pas dire que c'est ça. Enfin, bref. Celui-ci, noyau miroir, faudrait que je regarde un peu plus près. Voilà. En tout cas, un nucléide, c'est un couple de protons-neutrons. Je vous remercie.